Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le test statistique de conformité d'une moyenne dans le cas où la variance dans la population est inconnue et dans le cas où l'échantillon étudié est de grande taille, c'est-à-dire qu'il contient au moins 30 individus. Alors, le test que je vais présenter est donc un test approximatif qui repose sur l'approximation de la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Alors, je montre graphiquement cette approximation. Ici, en bleu, vous avez la loi normale centrée réduite. Et l'aire sous cette courbe, en bleu, vaut 1. Si on considère l'aire centrée sous la courbe, centrée par rapport à 0, qui vaut 0,95, c'est l'aire que j'ai représentée en bleu, eh bien, elle s'étend de moins 1,96 à 1,96. Et en rouge, j'ai représenté la loi de Student à 1 degré de liberté. K est égal à 1. Dans le test que je vais vous montrer, eh bien, la taille de l'échantillon est égale à K plus 1. Alors, si j'augmente la valeur de K, alors là, on ne voit pas la valeur pour laquelle, parce qu'en fait, cette valeur, elle vaut 12,7, c'est-à-dire que l'équivalent du 1,96 pour la loi normale centrée réduite, eh bien, c'est 12,7 pour cette loi de Student à 1 degré de liberté. C'est-à-dire que là, ce n'est pas visible sur le graphique. C'est-à-dire qu'il faudrait s'étendre de part et d'autre de la valeur de 0 de 12,7 pour pouvoir avoir une R qui vaudrait 0,95 sous la loi de Student. Parce que l'air sous la courbe rouge vaut 1. Et si on considère une R centrée par rapport à 0 et de part et d'autre, il faudrait aller jusqu'à moins 12,7 et plus 12,7 pour avoir une R égale à 0,95. Donc, si je prends K égale 2, voilà, ici K égale 2, voilà. Donc là, la valeur vaut 4,3, donc elle n'est toujours pas visible, donc je vais faire K égale 3. Donc à partir de K égale 3, la valeur devient visible. Donc là, il faut s'étendre de moins 3,18 à 3,18 pour avoir une R qui vaut 0,95 sous la loi de Student. Et au fur et à mesure que je vais augmenter la valeur du degré de liberté, K il vaut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui correspond à augmenter la taille de l'échantillon, puisque la taille de l'échantillon, c'est K plus 1. Mais au fur et à mesure que j'augmente la valeur de K, eh bien, le sommet de la courbe représentant la loi de Student se rapproche du sommet de la courbe qui représente la loi normale centrée réduite. Donc là, on est à 2,23, donc on se rapproche du 1,96. Donc K égale 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. Et donc, à partir de 29, donc la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, enfin là, il est égal à 30, mais on va considérer qu'on peut approcher la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Donc à ce moment-là, vous voyez, l'écart est très faible entre le 1,96 ici et le 2,05. Donc, c'est à partir de cette valeur K égale 29, que correspond à N égale 30, qu'on fait l'approximation de la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Alors, je vous montre ensuite pour les… Ici, K égale 30, ici, K égale 40, K égale 50, K égale 60, 70, 80, 90, 100, ici 130, 150. Alors là, je l'ai fait aller jusque 200. On pourrait évidemment continuer. Mais voilà, en fait, à partir de K égale 30, on considère qu'on peut approcher la loi de Student par la loi normale. Donc, le test que je vais présenter, il est approximatif, puisque justement, il repose sur le fait qu'on va approcher la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Donc, il n'est valable que si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30. Si et seulement si le nombre de degrés de liberté de la loi
de student est supérieur ou égal à 29, alors on peut approcher la loi de student par la loi normale centrée réduite. Si la taille de l'échantillon est strictement inférieure à 30, il faut appliquer le test exact qui utilise la loi de student. Et ce test exact, il a été traité dans une vidéo précédente dont le lien est écrit ici et je le mettrai le lien en description de cette vidéo. Le texte exact, lorsque la taille de l'échantillon est inférieure à 30, est traité dans cette vidéo. Donc, l'exercice que nous allons traiter, c'est le suivant. Une masse du veau à la naissance suffisamment faible permet des volages plus faciles. En race limousine, les mâles pèsent en moyenne 42 kg à la naissance. Sur un échantillon aléatoire de 30 veaux mâles limousins ayant pour père le taureau ultimatum, on a relevé les masses suivantes à la naissance. Au vu de cet échantillon et au seuil de risque 0,05, peut-on affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour père ont une masse différente de la moyenne? Deuxième question. Alors, pour traiter cette question-là, on va faire un test bilatéral, puisqu'on va regarder si la masse moyenne mu des veaux qui ont pour père le taureau ultimatum, est-ce qu'elle est différente ou pas de la moyenne mu0 qui vaut 42 kg. Donc, c'est un test bilatéral. Et pour la question 2, on fera un test unilatéral. Au vu de cet échantillon au seuil de risque 0,05, peut-on affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour père sont significativement plus lourds que la moyenne? Là, est-ce qu'on peut considérer que mu est supérieur à mu0? Est-ce que la masse moyenne mu des veaux ayant pour père le taureau ultimatum, qui est mu, qui est une valeur inconnue, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est plus grande que mu0, qui vaut ici 42 kg? Donc, le test unilatéral pour la question 2 sera traité à gauche puis à droite. Alors, comme je dis, là, je vais faire un test approximatif, puisque là, on voit que la taille de l'échantillon est égale à 30. Donc, on a le droit d'approcher la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Donc, c'est cette approximation que je vais faire. Mais cette approximation n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien utiliser le test exact utilisant la loi normale, utilisant la loi de Student. Et pour faire cela, eh bien, vous pouvez voir ce test dans la vidéo précédente qui traite le test de manière exacte. Dans cette vidéo, je ne traiterai que l'approximation de la loi de Student par la loi normale. C'est une approximation facultative. On n'est pas obligé de faire cette approximation, mais elle est pratiquée, notamment pour des grands échantillons. Alors là, on est juste à la limite, donc l'approximation ne sera pas très bonne, puisqu'on est pile à la limite. C'est-à-dire que là, on est dans le cas où K vaut 29. Donc, on est dans cette situation. Donc, il y a quand même un petit écart ici, entre 1,96 et 2,05. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre que ici le test va être fait. On va assimiler la courbe rouge à la courbe bleue. Alors, dans l'introduction, on définit la population. Là, les populations P étudiées, ce sont les veaux mâles ayant ultimatum pour père. Et la variable étudiée, c'est la masse d'un veau à la naissance. Il faudra quand même préciser à la naissance. La masse d'un veau à la naissance est une variable aléatoire X qui suit la loi normale de moyenne mu inconnue, de variance sigma 2 inconnue. L'écart type sigma est inconnu. Ici, vous pouvez très bien mettre sigma tout seul pour l'écart type inconnu. Alors, de cette population P, on va extraire un échantillon E de taille 30. On va mettre en mémoire dans N, donc, qui est supérieur ou égal à 30, donc ça justifie qu'on puisse faire l'approximation de la loi de Student par la loi normale centrée réduite, même si là on est juste à la limite, puisqu'on est juste à la valeur minimale de la taille
pour pouvoir faire cette approximation. Donc, on va calculer dans l'échantillon des 30 veaux la moyenne et l'écart type de la masse. Donc, pour ça, avec la Casio, vous allez dans Menu 2. Alors, vous allez rentrer les valeurs dans la liste 1. Donc, d'abord, il faut la vider, cette liste. Donc, vous ferez ici dans vous vous placez au niveau de la liste 1 et vous faites F4 pour del all et après F1 pour confirmer. Ça va supprimer toutes les valeurs dans la liste 1. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà rentré les valeurs. Donc, je vais faire No F6. Donc là, voilà, là, vous voyez, il y a les 30 valeurs donc, que vous rentrez. Donc ça, vous le faites. Pareil pour les TI. Les TI, ici, vous allez dans Statistiques. Alors, pour effacer la liste 1, vous allez ici dans 4, effacer la liste. Seconde 1 pour liste 1 et Entrée. Alors, moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà entré la liste 1. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, là, dans Stat, 1, ici, j'ai rentré les 30 valeurs. Voilà. Donc là, je vous laisse rentrer ces valeurs. Pour ça, là, vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo sur ce tableau pour rentrer les 30 valeurs. Et là, moi, je poursuis directement. Donc, avec la Casio, une fois que vous avez rentré ces 30 valeurs, eh bien, vous allez dans Calque et dans 7, on définit la série statistique. Donc, 1 var xlist, il faut mettre que c'est liste 1 puisque vos valeurs sont dans liste 1. Donc, liste 1. Et pour les fréquences, elles valent 1. Donc, c'est F1 pour 1. Le 2 var, vous l'ignorez. Ensuite, 1 var, et vous avez ici les valeurs avec une masse moyenne à la naissance des 30 veaux de 43,02 kg. Donc, un petit peu plus grand que mu0 qui vaut 42 kg. Alors ensuite, ces valeurs, on va les mettre en mémoire dans les lettres M, N, S, R. Donc ça, on va le faire. Alors pour la TI, c'est pareil. Vous allez dans Stat. Une fois que vous avez rentré toutes vos valeurs, vous allez dans Calque et 1 pour Stat 1 var, entrée. Et là, les valeurs, c'est bien dans liste 1. Liste fréquente, vous pouvez laisser vide, ça voudrait dire que c'est 1. Et là, vous avez les valeurs. Donc là, maintenant, on va entrer ces valeurs dans des lettres pour les utiliser pour des calculs ultérieurs. Donc là, au niveau de la Casio, vous allez dans le menu 1, menu calcul, menu Run Matrix. Et là, vous faites var, F3 pour stat, F1 pour x. Donc, la moyenne x bar, vous la mettez dans M. La taille de l'échantillon N, vous la mettez en mémoire dans N. L'écart type dans l'échantillon sigma x, qu'on appelle petit s en statistique, on met en mémoire dans S. Et l'écart type estimé dans la population, donc c'est Sx, cette valeur-là. Ça, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. On va le mettre en mémoire dans R. Et la valeur de conformité qui était 42 kg, on va le mettre en mémoire dans Z, mu0. Voilà. On fait pareil pour la TI. Là, on fait seconde mode pour quitter. Et donc, var, 5 pour statistique. X bar, il est dans 2. On le met en mémoire dans M. Var, 5 pour statistique. N, c'est 1. On le met en mémoire dans N, la taille de l'échantillon. Var 5 statistique. Alors, l'écart type dans l'échantillon, c'est 4 pour sigma x.
On va le mettre en mémoire dans S. Var 5. Alors, SX, estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. On va le mettre en mémoire dans R. Et enfin, la valeur de conformité, 42 kg, on va le mettre en mémoire dans Z. Voilà. Donc, une fois que toutes ces valeurs ici sont mises en mémoire, alors là, je rappelle juste le lien qu'il y a entre S et R. L'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population, c'est égal à l'écart type dans l'échantillon multiplié par n divisé par racine de n-1. Donc ça, vous pouvez le constater si vous faites S, si vous faites S multiplié par racine de n sur n-1, eh bien, voilà, vous obtenez exactement la même valeur que R. Pareil ici pour les TI. Si vous faites S écart type dans l'échantillon que vous multipliez par n divisé par n-1, vous obtenez la valeur R, qui est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. Ça, c'est juste pour rappeler la relation qu'il y a entre S et R. En statistique, cette valeur-là, c'est notre petit s, et celle-là, c'est notre sigma chapeau ou éventuellement S chapeau. Le chapeau veut dire estimation ponctuelle dans la population. Alors, l'objet de ce test, c'est de comparer la moyenne inconnue mu, qui correspond à la masse moyenne à la naissance d'un veau ayant pour père ultimatum, dans la population, la comparer à la valeur moyenne mu0, de référence, qui est 42 kg. Ça, c'est une valeur qui se réfère à une population, la population de tous les veaux de la race en question. La race, c'était quoi? C'était race limousine. Et donc, cette valeur 42 kg, ça correspond à la masse moyenne des veaux en race limousine. Et le taureau ultimatum, c'est un taureau parmi d'autres de race limousine. Donc, nous, la population qu'on étudie, c'est les veaux qui ont été engendrés par ce taureau ultimatum. On veut voir si ce taureau, il engendre des veaux de masse à la naissance supérieure ou pas à 42 kg. Donc, pour faire cette comparaison entre mu et mu0, eh bien, on va considérer la variable aléatoire x bar, qui est la masse moyenne d'un veau dans l'échantillon de taille 30, qui suit la loi normale de même moyenne mu et de variance sigma 2 sur n. Ça se démontre. Donc, si après je retranche mu0 à toutes les valeurs, eh bien, la moyenne est retranchée de mu0 et la variance, elle, n'est pas modifiée. Donc, je vais utiliser cette variable que ensuite je vais centrer et réduire. Donc, pour la centrer, je vais travailler sous H0 lorsque mu est égal à mu0. Et pour réduire, je vais diviser par l'écart type, donc sigma sur racine de n. Donc, pour répondre à la première question, eh bien, je considère donc, le test bilatéral. Donc, au niveau des hypothèses, eh bien, l'hypothèse nulle, c'est de supposer que la masse moyenne d'un veau engendrée par ultimatum, mu, au niveau de la population, est égale à la référence 42 kg. Et l'hypothèse alternative, c'est de supposer que la masse moyenne mu d'un veau engendré par ultimatum est différente de la référence qui est 42 kg. Et l'objet du test, ça va être de dire laquelle de ces deux hypothèses est la plus plausible. Donc, détermination de U théorique. Bien, sous H0, la variable aléatoire, donc là, j'ai centré réduit, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, par rapport à ici. Donc, mu
moins mu0, ça fait 0, soit 0, hein, et je divise par sigma sur racine de n. Du coup, ça suit approximativement la loi normale centrale réduite. Approximativement. Alors, oui, alors là, ici, là, cette variable, elle suit de façon exacte, hein, cette loi. Hein. Et du coup, comme le sigma ici est inconnu, on doit faire un changement de variable. On obtient une nouvelle variable qui, elle, suit exactement la loi de Student. C'est-à-dire que la variable qui est ici, où là, au lieu de mettre sigma sur racine de n, j'ai mis s sur racine de n-1. Donc là, j'ai changé, hein, j'ai changé le dénominateur, je n'ai pas mis sigma sur racine de n. Que si c'était sigma sur racine de n, je pourrais dire que cette variable, elle suit de manière exacte la loi normale centrée réduite. Mais comme le sigma est inconnu, cette variable, elle n'est pas utilisable dans un test statistique. Si au lieu, là, au lieu de S sur racine de n-1, je mets sigma sur racine de n, je sais qu'elle suit de manière exacte la loi normale centrale réduite, mais cette variable n'est pas utilisable puisque je ne connais pas sigma, je ne connais pas l'écart type dans la population. Donc, au lieu de sigma, en fait, je mets sigma chapeau. Hein. Donc, je mets sigma chapeau sur racine de n. Et ça, on démontre que ça suit de manière exacte la loi de Student à n-1 degré de liberté. Donc, la variable qui est ici suit de façon exacte la loi de Student à n-1 degré de liberté. Et comme n est ici supérieur ou égal à 30, eh bien, je peux approcher cette loi de Student par la loi normale centrée réduite. Donc, c'est ce que je fais ici. Là, le approximativement, il est nécessaire. Hein. Alors, le risque dans l'énoncé est donné à 0,05, donc la confiance vaut 0,95. Donc là, je représente la loi normale centrée réduite. U, c'est cette variable qui est ici. F de U, c'est sa densité selon la loi normale centrée réduite. Et sous cette courbe, l'air vaut 1. Et cette R1, je la divise en 3 aires. Une aire centrale centrée sur 0, qui vaut 0,95. Et puis, on appelle la confiance. Et ici, de part et d'autre, le risque, qu'on va séparer. Ici, il y a la moitié du risque à gauche, la moitié du risque à droite. Le risque, c'est alpha qui vaut 0,05. Et la valeur U théorique, c'est la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Donc, c'est la valeur qui est ici. Donc, U en indice, je mets l'air à gauche, donc 1 moins alpha sur 2, qui vaut 0,975. Donc, avec la calculatrice, c'est avec un norme. Pour ça, on va le mettre en mémoire dans U. Donc, option F5 pour stat, F3 pour distribution, F1 pour normal, F3 pour norme, 0,975. Je mets cette valeur dans U. Ce sera U théorique. Voilà. Pareil pour les TI. Seconde distribution. Un norme, c'est le 3. L'air à gauche vaut 0,975. Mu vaut 0, sigma vaut 1. L'air est bien à gauche, collé. Et ça, je le mets en mémoire dans U. Voilà. Donc 1,960. Donc je place cette valeur ici, 1,960, U théorique et moins U théorique, moins 1,960, par symétrie. Donc ensuite, je vais calculer U observé. Donc c'est cette valeur, hein, x bar moins mu0 divisé par S sur racine de n-1. Donc ça fait M moins Z, hein, sur S, hein, M moins Z, divisé par S sur racine de n-1. Et cette valeur, je vais la mettre en mémoire dans V. Voilà, 1,760. Pareil ici.
Donc, M moins Z divisé par S divisé par racine de N moins 1. Et je le mets en mémoire dans V. Valeur observée, ça finit par V. Donc 1.760. Donc cette valeur de U observé, on peut la placer sur la figure. Donc ici, 1,761 quand on arrondit au plus proche. Et son opposé ici, moins U observé, moins 1,761. Alors la valeur P, c'est l'air qui est en dehors de l'intervalle moins U observé, U observé. Donc c'est l'air qui est ici à droite de U observé, plus l'air qui est à gauche de moins U observé. Donc ça fait 1 moins l'air central. 1 moins l'air comprise entre moins U observé et U observé. Donc on va calculer cette valeur P. Donc je l'écris ici. P, c'est la probabilité que U ne soit pas dans l'intervalle compris entre moins U observé et U observé. Donc c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire, donc 1 moins la probabilité que U soit compris entre moins U observé et U observé. Donc avec la calculatrice, ça sera 1 moins norme CD entre moins V et V. 1 moins norme CD entre moins V et V. Ça, c'est la valeur P. On trouve 0, 0,78. Là, pareil, 1 moins, alors seconde var pour distribution, normale et FREP, fonction de répartition. Et on intègre entre moins V et V. 0,078. Comme ici, 0,078. Donc, on trouve bien la même valeur. Alors, il y a une différence au niveau des derniers chiffres, mais ça, c'est pas grave. Puisque ce sont des intégrales sur la courbe, donc les algorithmes de calcul d'intégrale ne sont pas forcément les mêmes suivant les Casio et les TI. Donc, mais on voit qu'au moins pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 10 moins 6, on trouve la même valeur. 10 moins 6 près. Donc, sur le graphique, on peut écrire que P vaut 0,078. Alors, ces valeurs de U observé et de P, on peut les retrouver avec la fonction test de la calculatrice. Donc, je montre comment ça se présente. Ici, avec la Casio, on va dans Menu 2 et F3 pour test. Alors là, c'est un test Z. Z, c'est tous les tests qui fait avec la loi normale centrée réduite. Moi, je l'appelle U, mais parfois on l'appelle Z. Donc là, c'est Z. Donc, F1. Alors, il y a un seul échantillon. En data, vous mettez variable. Ensuite, ici, vous mettez l'hypothèse H1. Donc, nous, c'est différent de mu0. Pour mu0, eh bien, vous mettez Z. Parce qu'on l'a mis en mémoire dans Z. Alors, pour sigma, il faut mettre l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. On l'a mis en mémoire dans R. Vous mettez R. X bar, on l'a mis en mémoire dans M. Et N, on l'a mis en mémoire dans N. Voilà, entrée. Et là, vous retrouvez Z, là, c'est U observé. Et ici, la valeur P, 0,078, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Pareil, maintenant, pour la TI. On va dans Stat. On va dans Test. Nous, c'est un test Z, c'est avec la loi normale centrée réduite. Donc, on choisit le 1. Alors là, on peut choisir données ou stat. Alors, si je choisis les données, donc je me place sur données, je fais entrée. Je descends avec la flèche de direction. Alors, mu 0, eh bien, je l'ai mis en mémoire dans Z. Donc, je mets Z. Pour sigma, je dois mettre l'écart type estimé de façon ponctuelle dans la population. Donc, je l'ai mis en mémoire dans R. Les données sont dans liste 1, donc seconde 1 pour liste 1. Les fréquences valent 1. Ici, on va mettre que
l'hypothèse H1, c'est mu différent de mu0. Donc, je me place sur le, vous voyez là, avec les flèches de direction, je me place sur le différent de mu0, je fais entrer pour valider mon choix. Ensuite, avec la flèche de direction vers le bas, je descends. Je vais dans calculer, entrer. Et là, j'ai bien Z, la valeur U observée, et P 0,078. Alors, je peux faire ça aussi avec, donc là, si je reprends le Z-test, en utilisant statistique. C'est même mieux, enfin, c'est mieux avec statistique parce qu'il y a moins de choses à rentrer. Donc, si je me place là, je tape Entrée pour valider mon choix. Et voilà, je descends. Alors, en faisant ça, en faisant statistique, eh bien, il entre directement les valeurs de sigma x bar n. Je n'ai pas besoin de les rentrer. Pour sigma, il prend la valeur qu'il a mis dans SX. C'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population, SX. Un grand S, petit x pour la notation calculatrice et qu'on a mis en mémoire dans R. X bar, il met directement les valeurs et N, c'est en fonction de la statistique justement qui a été entrée dans la calculatrice. Ici, pour mu0, on va mettre alpha Z parce que cette valeur est là. Alors là, il n'y a pas besoin de rentrer puisque avec le choix statistique, ces valeurs-là sont déjà écrites. Ici, donc, je me place bien sur le différent de mu0, c'est avec les flèches ici de direction, vous mettez bien sur différent de mu0. On tape Entrée pour valider le choix. On descend, et on fait calculer. Donc là, Z égale 1, 760, c'est la valeur U observée, et là, la valeur P, 0,078. Donc, ici, là, j'ai réécrit les touches sur lesquelles il faut appuyer pour utiliser la fonction test avec la Casio. Et on voit bien que les valeurs obtenues sont bien exactement les mêmes qu'on avait trouvées précédemment. Pour U observé, on voit que c'est exactement la même valeur. Pour la valeur P, c'est bien celle qu'on avait trouvée là. Et pareil pour les TI. Là, vous avez une procédure avec les touches pour entrer les informations avec la fonction test, en utilisant soit données, soit stat. Et dans les deux cas, on trouve ici une valeur U observée qui est bien la même que celle qu'on avait trouvée par le calcul direct, et une valeur P, ici, qui est bien celle qu'on a trouvée par le calcul direct. Alors maintenant, les règles de décision. Bien, si U est dans la zone de confiance, U observé est compris entre moins U théorique et U théorique, qui correspond à la zone de confiance et qui correspond à P supérieur à alpha, alors on accepte H0. Par contre, si U observé n'est pas dans la zone de confiance, si il n'est pas dans l'intervalle moins U théorique, ce qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Alors ici, la valeur de U observée, c'est 1, 761. Elle est dans l'intervalle entre moins 1, 96 et 1, 96. Donc, U observé est compris entre moins U théorique et U théorique. Ce qui est équivalent à dire que P est plus grand que alpha. La valeur P, c'est 0,078, c'est bien plus grand que 0,05. On voit bien sur la figure. Ici, on voit bien que le U observé est dans la zone de confiance. Donc, l'air en bleu, l'air, là, elle n'est pas représentée en bleu, mais l'air qui représente P, c'est-à-dire cette aire-là plus celle-là, c'est plus grand que 0,05. P est plus grand que alpha, qui correspond à U observé dans la zone de confiance. Donc là, on va accepter H0. Donc, on peut considérer que ici la masse à la naissance d'un veau engendré par ultimatum n'est pas significativement différente de la valeur de référence 42 kg. Donc, la conclusion, c'est qu'au seuil de RI 0,05, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour paire ont une masse égale à la moyenne. Donc, ça veut dire que l'écart, parce que dans l'échantillon, on avait trouvé 42,02 kg. Donc, il y avait un écart quand même de plus de 1 kg, mais cette différence, elle n'est pas significative. Cet écart de 102 grammes, elle n'est pas significative. C'est dû au fait que le phénomène de fluctuation d'échantillonnage est
est important. On est sur des échantillons pas très grands, là, n égale 30, c'est pas encore des gros échantillons, donc la fluctuation de l'échantillonnage est forte. Plus la taille de l'échantillon est petite, plus le phénomène de fluctuation de l'échantillonnage est important. Donc là, ça veut dire que l'écart de 102 grammes observé entre la masse moyenne des 30 veaux engendrés par l'ultimatum et la référence de 42 kg, eh bien, cet écart de 102 grammes n'est pas significatif. On ne peut pas en conclure que l'ultimatum engendre des veaux en moyenne plus massifs que la moyenne. Cet écart n'est pas significatif. Il est simplement dû à la fluctuation d'échantillonnage et pas au fait que l'ultimatum engendrerait des veaux intrinsèquement plus massifs que la moyenne à la naissance. Alors, si on voulait obtenir H1, il faudrait que alpha soit plus grand que P. Donc, parce que vous savez qu'on a toujours un choix pour la valeur de alpha. Mais ce choix, il est quand même limité puisqu'on peut prendre tous les réels compris entre 0 exclu et 0,05. Donc là, on ne peut pas. Il faudrait prendre un alpha qui serait plus grand que 0,078. Donc là, on n'a pas le droit. Donc là, quelle que soit la barre qu'on va donner à alpha, on trouvera toujours H0 pour ce test bilatéral. Voilà, donc là, conclusion, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour paire ont une masse égale à la moyenne. Ou là, on pourrait mettre non significativement différent de la moyenne. Cette moyenne étant 42 kg. Alors, on peut réécrire la règle de décision avec un intervalle de confiance. Là, alors on sait qu'on accepte H0 si U observé est dans cet intervalle moins U théorique, U théorique. Cet intervalle, c'est un intervalle de fluctuation d'échantillonnage. La variable U a 95% de chance de se retrouver dans cet intervalle. Donc, c'est un intervalle de fluctuation d'échantillonnage. Et je vais le transformer en un intervalle de confiance en isolant mu0. Donc, ici, là, tout ce procédé, en fait, vous pouvez le penser, et au lieu de mettre mu0, vous pouvez mettre mu. Si on ne travaille pas sous H0, parce que là, on travaille sous H0, mais si on ne travaille pas sous H0, la variable U, elle vaut x bar moins mu sur S sur racine de moins 1. Et bien, ici, si on fait le procédé, donc ici, je remplace U observé par sa valeur. Ensuite, je multiplie par S pour racine de moins 1. Ensuite, je fais plus mu0 partout. Et après, ici, quand j'ai ça, du coup, mu0, il est plus grand ici que x bar moins US. Donc, c'est la partie de droite, ça correspond à la partie de gauche ici. X bar moins US sur racine de moins 1. Et ici, la partie de gauche va correspondre à la partie de droite de la ligne en dessous. Là, j'ai bien x bar plus grand que mu plus u s. Donc, à 95% de chance, mu est dans cet intervalle. Donc, c'est l'intervalle. Donc, du coup, cet intervalle ici, c'est l'intervalle de confiance de mu. Et après, quand je travaille sous H0 et que je dis qu'on a cet encadrement ou qu'on a ça ici, en travaillant sous H0, eh bien, dire que observé est compris entre moins U théorique et U théorique, ça veut dire que mu0 fait partie de l'intervalle de confiance de mu. Alors, cet intervalle de confiance, on peut le calculer. Alors là, le U théorique, je l'ai remplacé ici par sa valeur, c'est U en indice 1 moins alpha sur 2, ça c'est l'aire à gauche de la limite. Donc, les valeurs, c'est M moins US sur racine de moins 1 et M plus US. Donc, menu 1, M moins US sur racine de n-1 et M plus US sur racine de n-1. Voilà, donc entre 41,8, enfin 41,9 et ici 44,2.
Je peux faire pareil ici. Seconde mode pour quitter. M moins U S sur racine de n-1 et M plus US sur racine de n-1. Voilà. Donc là, on a l'intervalle de confiance de mu. Ça veut dire que à partir du moment où on sait que dans l'échantillon de 30 veaux engendré par ultimatum, la masse moyenne est de... Alors, elle était de combien? Elle était de 43,02 kg. À partir de cette valeur, 43,02 kg, on peut en déduire qu'au niveau de la population, les veaux engendrés par le père ultimatum ont une masse à naissance qui a 95% de chance est comprise entre 41,88 et 44,16 kg. 95% de chance, la masse d'un veau à la naissance engendrée par ultimatum a une masse comprise entre cette borne et celle-ci. Et la valeur de conformité, bien, si elle appartient à cet intervalle de confiance, on conclura à 0. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que mu n'est pas significativement de mu0. Donc la règle de décision, on peut l'écrire ici. Si mu0 appartient à l'intervalle de confiance de mu, au niveau de confiance à moins alpha, alors on accepte A0. Et si mu0 n'est pas égal à l'intervalle de confiance au niveau de confiance à moins alpha, eh bien, on rejette A0 et on accepte H1. Le niveau de confiance, ici, c'est la probabilité pour que mu appartienne à l'intervalle de confiance. 1 moins alpha qui vaut ici 0,95. Ici, la valeur de conformité, 42, elle fait partie de l'intervalle de confiance. C'est-à-dire que cette valeur 42 elle fait partie des valeurs hautement probables pour la masse d'un veau à la naissance engendrée par ultimatum. Puisqu'on sait qu'à 95% de chance, cette masse à la naissance, elle doit être comprise entre 41,88 et 44,16. Et 42 est justement dans cet intervalle. Donc, c'est une valeur hautement probable. Puisqu'elle fait partie de l'intervalle des valeurs qui ont 95% de chance d'exister. Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut conclure que mu est égal à mu0. Alors, l'écriture comme ça, avec intervalle de confiance, ça permet de bien comprendre la signification de la conclusion. Quand on conclut que mu est égal à mu0, ça ne veut pas dire qu'on vient de découvrir la valeur de mu. Ça veut simplement dire que, bien, que la valeur 42 kg est une valeur plausible. Elle est cohérente avec les données expérimentales. C'est-à-dire que c'est cohérent de dire que la masse moyenne d'un veau à la naissance engendré par ultimatum vaut 42 kg, dès lors qu'on sait qu'elle vaut 43,02 kg dans un échantillon de 30 veaux. À partir d'un échantillon de 30 veaux, si on a une masse à la naissance moyenne de 43,02 kg, eh bien c'est cohérent d'en conclure, d'en déduire que la masse des veaux à la naissance au niveau de la population serait égale à 42 kg. Mais ce n'est pas la seule valeur possible. Toutes les valeurs possibles comprises entre cette borne et celle-ci seraient des valeurs également possibles, pour lesquelles on conclurait également H0. Donc, il faut bien comprendre la signification de cette conclusion ici. Cette conclusion ne signifie pas qu'on vient de découvrir la valeur de mu. Mu reste une valeur inconnue et le test statistique ne permettra pas de connaître la valeur de mu. Mu reste une valeur inconnue. Simplement, ce qu'on vient de dire par ce test, c'est que la valeur 42 fait partie des valeurs plausibles que l'on peut attribuer à mu, parmi d'autres, mais en tout cas, celle-ci, 42, est possible. Tout comme le sont toutes les valeurs comprises entre cette borne et celle-ci. Donc, la conclusion ici, eh bien, c'est qu'au risque 0,05, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour paire ont une masse égale à la moyenne, ou on peut dire ici non significativement différent de la moyenne étant 42 kg. Maintenant, on va faire le test unilatéral à gauche, où là, on veut savoir si mu est
plus grand et non pas différent de mu0. Donc, l'hypothèse nulle H0, c'est de supposer que mu est égal à mu0, c'est-à-dire que la masse moyenne des veaux engendrés par ultimatum au niveau de la population est égale à 42 kg. Et l'hypothèse alternative, c'est de dire que cette masse moyenne des veaux engendrés par ultimatum au niveau de la population est supérieure à 42 kg. Alors pourquoi ici supérieur et pas inférieur? C'est parce qu'au niveau de l'échantillon des 30 veaux, on a vu que X bar, qui était 43,02 kg, eh bien, était plus grand que mu0 qui valait 42 kg. Donc, cette tendance observée au niveau de l'échantillon, on va regarder si elle est confirmée au niveau de la population. Donc, c'est ici pour ça qu'on met supérieur. On ne peut pas mettre inférieur parce qu'un test statistique ne peut pas inverser une tendance observée au niveau d'un échantillon. La seule chose qu'un test statistique peut faire, c'est soit vous dire si ce qui est observé au niveau de l'échantillon est confirmé, c'est l'hypothèse H1, ou si cette tendance est neutralisée, mais en aucun cas inversée. Si vous voulez faire un test statistique montrant que mu est inférieur à mu0, il faudrait partir d'un autre échantillon où on constate que X bar est plus petit que mu0. Tant que vous ne disposez pas d'un échantillon pour lequel X bar est plus petit que mu0, vous ne pouvez pas faire de test statistique. On va tester que mu est inférieur à mu0. Là, comme notre échantillon est tel que X bar est plus grand que mu0, eh bien, la seule possibilité pour l'hypothèse alternative, c'est H1 supérieur à mu0. Alors là, maintenant, comme le test est unilatéral à gauche, on va former une différence négative pour avoir une variable de décision dont la valeur observée est négative. Donc là, la différence qui est négative, c'est mu0 moins mu. Donc du coup, pour la variable de décision, on prendra mu0 moins x bar. Donc, sous H0, la variatoire U, donc là, je prends bien mu0 moins x bar pour avoir un test unilatéral à gauche. Si j'avais pris x bar moins mu0, j'aurais un U observé positif, ça aurait fait un test unilatéral à droite. On le fera après. Donc, cette variable, donc, si je la divise par son écart type, eh bien, cela suit approximativement la loi normale centrée réduite. Alors là, ce n'est pas tout à fait son écart type, parce que l'écart type, c'est sigma sur racine de n. Donc là, c'est une valeur approchée de l'écart type, sigma chapeau sur racine de n, qui fait s sur racine de n moins 1. Et on montre que cette variable donc, suit exactement la loi de Student à n-1 degré de liberté. Et on peut ensuite approcher cette loi de Student par la loi normale centrée réduite. Donc, c'est pour ça que si je mis approximativement. Cette approximation est valable parce que n est supérieur ou égal à 30. Alors, le risque vaut alpha égale 0,05, donc la confiance vaut 0,95. Ici, je représente la densité de la loi normale centrée réduite. U, c'est la variable qui est ici, sur l'axe des abscisses. F de U, c'est la densité de la loi normale centrée réduite. Cette R sous la courbe qui vaut 1, je la sépare en une R à droite qui vaut 0,95, la confiance, et une R à gauche, 0,05, qui est le risque. U théorique, c'est la valeur qui sépare la zone de risque de la zone de confiance. Une valeur qu'on lit sur l'axe des abscisses et qui est ici. Avec la calculatrice, ce sera un norme avec ici l'air à gauche. Donc, l'air à gauche, c'est alpha. Donc, option F5 pour stat, F3 pour distribution, F1 pour normal, F3 pour innorme. 0,05, je mets en mémoire dans U. Moins 1, 645. Pareil, ici, seconde distribution, seconde barre pour distribution. 3 pour norme. L'air à gauche vaut 0,05. Et entrée, je le mets en mémoire dans U. Moins 1, 645. Donc, je peux écrire la valeur ici sur le graphique. U théorique vaut moins 1, 645. C'est U indice alpha. Alpha, c'est l'air à gauche de la limite qu'on cherche. Pour calculer U observé, eh je vais faire non plus M moins Z, mais Z moins M.
Donc Z moins M divisé par S sur racine de N-1. Cette valeur, je vais la mettre en mémoire dans W. J'utiliserai V quand c'est positif, W quand c'est négatif. Comme ça se finit par V, c'est la valeur observée. Ça permet de comprendre pourquoi je choisis les lettres V et W. Là, donc moins 1, 760. Pareil ici, avec les TI. Z moins M divisé par S divisé par racine de N-1. Je mets en mémoire dans W. Moins 1, 760. Pareil ici, moins 1, 760. Alors, cette valeur, moins 1, 760, je vais la mettre sur la figure. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 61, là, c'est 760. Alors, du coup, pareil tout à l'heure. Là, c'est 760. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 161. Donc là, je vais mettre 760. Voilà. Je vais le corriger pour le dernier schéma. Ici, 760. Alors, donc je reviens ici sur mon test. Corriger aussi la valeur ici. Alors, maintenant, on va calculer la valeur P. Donc, la valeur P, elle est ici, c'est l'aire à gauche de U observé. Donc, U observé au moins 1, 760, et l'aire à gauche ici, c'est P. Donc, on va le calculer comme norme CD pour intégrer sous la courbe. Entre moins l'infini, ce sera moins 100, et la valeur W. Norme CD, moins 100 W. Moins 100 pour représenter moins l'infini, jusque W, ce sera la valeur P. 0,039. Pareil ici, seconde distribution, norme FREP, on intègre depuis moins 100 jusque W. Et on trouve 0,039. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. 0,039, et je l'écris sur la figure. 0,039. Règle de décision. Alors, si U observé est dans la zone de confiance, c'est-à-dire plus grand que U théorique, qui correspond à P plus grand que alpha, on accepte à 0. Par contre, si U observé est dans la zone de risque, donc
inférieur ou égal à U théorique, qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0, on accepte H1. Ici, le U observé, il vaut moins 1,760, c'est bien plus petit que moins 1,645. Donc, on a U observé plus petit que U théorique. P, qui vaut 0,39, est inférieur à alpha. Donc, on se retrouve dans la deuxième situation de la règle de décision. On va rejeter H0 et on accepte H1, c'est-à-dire mu plus grand que mu0. Sur la figure, on le voit ici, on voit que la valeur U observée se retrouve dans la zone de risque. Et donc, que P, qui est l'air à gauche de U observé, se retrouve plus petit que l'air en rouge, qui est 0,05. Donc, on va accepter H1. Donc là, ça veut dire qu'on peut considérer que la masse moyenne mu d'un veau à la naissance engendré par ultimatum est plus grande que la moyenne, 42 kg. C'est ce que j'ai écrit ici. Au seuil de risque 0,05, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour paire sont significativement plus lourds que la moyenne. Alors, vous pourriez dire qu'il y aurait une incohérence avec le test bilatéral où on a trouvé l'hypothèse H0. Non, il n'y a aucune incohérence. C'est simplement parce que le test bilatéral est plus exigeant. Il a un niveau plus élevé, il a un U théorique plus élevé, alors que le test unilatéral est moins exigeant. Donc, c'est uniquement la valeur ici, parce qu'en fait, pour qu'il y ait cohérence, en fait, si on veut comparer un test unilatéral avec son homologue bilatéral, il ne faut pas prendre la même valeur du risque. Ici, il faudrait prendre un risque qui serait de la moitié, puisqu'en fait, un test unilatéral avec un risque alpha sur 2 sera équivalent à un test bilatéral avec un risque alpha. Là, si on compare avec la même valeur alpha, c'est normal qu'on ne va pas obtenir forcément le même résultat. Et là, si au lieu de alpha, on avait pris alpha sur 2, 0,025, on se serait retrouvé dans le niveau d'exigence d'un test bilatéral. Et là, U observé se serait retrouvé dans la zone de confiance. Donc là, si ce test unilatéral que je viens de présenter, au lieu de prendre alpha qui vaut 0,05, j'avais pris alpha qui vaut 0,025, eh bien, la limite ici du U théorique se serait retrouvée beaucoup plus à gauche, là. Et le U observé se serait retrouvé dans la zone de confiance. À ce moment-là, on aurait obtenu la même conclusion que le test bilatéral avec un risque alpha qui vaut 0,05, mais dont la partie de gauche du risque, elle, vaut 0,025. Donc, c'est pour ça qu'ici, on trouve H1, c'est parce que là, comme le test est moins exigeant, on se retrouve plus facilement dans la zone de risque que pour un test bilatéral. Pour un test bilatéral, c'est plus difficile d'atteindre la zone de risque parce que, comme le risque est de moitié à gauche et de moitié à droite, du coup, ça engendre des valeurs de seuil, des valeurs théoriques qui sont plus élevées en valeur absolue que pour un test unilatéral. Donc là, si on voulait retrouver la même conclusion que pour le test bilatéral, il suffirait de prendre alpha qui prend une valeur moindre, en fait. Dès que vous prenez en fait, alpha plus petit que P, donc dès que vous prenez pour alpha une valeur plus petite que 0,039, vous conclurez H0. Là, si on conclut H1, c'est parce qu'on a pris un risque alpha qui était plus grand que 0,039. Alors, la règle de décision, on peut l'écrire avec un intervalle de confiance. Même si ça ne se pratique pas beaucoup avec les tests unilatéraux, mais ça peut se faire quand même. Donc, on a vu qu'on accepte H0 si U observé est dans la zone de confiance, donc plus grand que U théorique. Donc, je remplace U observé par son expression, ici, et j'isole mu0. Donc, mu0 moins x bar est plus grand que US sur racine de moins 1, donc mu plus grand que x bar, mu0 plus grand que x bar, plus US sur racine de moins 1. Donc, cet intervalle ici, entre cette borne et plus l'infini, c'est l'intervalle de confiance de mu, dans le cadre d'un test unilatéral à gauche.
il y a 95% de chances pour que mu soit dans cet intervalle. Et lorsqu'on accepte H0, donc on suppose que U0, U observé est plus grand que U théorique, ça correspond à mu0 dans cet intervalle. Donc mu0 appartient à l'intervalle de confiance de mu. Alors, cette borne ici à gauche, on peut la calculer. C'est M plus US divisé par racine de n-1. M plus US sur racine de n-1. On trouve 42,06,07 M plus US sur racine de n-1. 42,07. Donc, la règle de décision, on peut l'exprimer en disant que si mu0, de conformité, appartient à l'intervalle de confiance de mu, on accepte H0. Et si mu0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu, toujours au niveau de confiance à moins alpha, on rejette H0 et on accepte H1. Moins alpha, c'est la probabilité pour laquelle mu appartient à l'intervalle de confiance, qui vaut ici 0,95. Alors ici, la valeur de conformité 42 n'appartient pas à cet intervalle de confiance. Donc, on peut dire que mu0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Donc, du coup, on ne peut pas dire que mu0, que mu est égal à mu0, puisque la valeur 42 ne fait pas partie des valeurs hautement probables pour mu. Mu a 95% de chance est plus grand que 42,07 kg. 42 est inférieur. Donc, 42, ce n'est pas une valeur suffisante ici pour pouvoir appartenir à l'intervalle de confiance. Donc, c'est une valeur trop petite. C'est pour ça ici qu'on écrit mu0 plus petit que mu. On conclut que la masse moyenne d'un veau à la naissance engendrée par ultimatum est plus grande que 42 kg, parce que à 95% de chance, il est dans cet intervalle de confiance qui démarre à 42,07 kg. Donc là, en conclusion, au seuil de RI 0,05, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour paire sont significativement plus lourds que la moyenne. Alors maintenant, on va faire le test unilatéral à droite. Donc, l'hypothèse nulle, c'est toujours de dire que mu est égal à mu0, c'est-à-dire que la masse moyenne d'un veau engendré par ultimatum à la naissance est égale à 42 kg. Et l'hypothèse alternative, H1, c'est de dire que mu est supérieur à mu0. C'est la même que pour un test unilatéral à droite. Ici, l'écriture de cette hypothèse H1 n'a rien à voir avec le choix à gauche ou à droite. C'est uniquement lié au fait que x bar est plus grand que mu0. Comme au niveau de l'échantillon, la masse moyenne d'un veau à la naissance, qui est x bar et qui vaut 43,02 kg, est plus grand que 42 kg qui est mu0, eh bien, on prend mu supérieur à mu0, du fait que x bar est plus grand que mu0. Alors là, on va chercher à former une différence positive, puisqu'on est sur un test unilatéral à droite, il faut travailler sur une variable de décision dont la valeur observée est supérieure à 0. Donc, on forme une différence positive qui sera mu moins mu0. Donc, la variable de décision, ce sera x bar moins mu0. Donc, sous H0, la variable aléatoire U, qui est x bar moins mu0, et non plus mu0 moins x bar. Mu0 moins x bar engendrerait un test unilatéral à gauche. Là, avec x bar moins mu0, ça fera une différence positive. Et ça fera donc un test unilatéral à droite. Je le divise par S sur racine de n-1, qui est une valeur approchée de l'écart type de x bar moins mu0. La valeur exacte, c'est sigma sur racine de n. Et cette variable, x bar moins mu0 divisé par sigma sur racine de n, suit de façon exacte la loi normale centrale réduite. Si je remplace sigma sur racine de n par S sur racine de n-1, c'est-à-dire ça correspond à sigma chapeau sur racine de n, eh bien, j'obtiens une variable qui suit de façon exacte la loi
de student à n-1 degré de liberté. Et cette loi de student, je l'approxime par la loi normale centrée à 28, parce que n est supérieur ou égal à 30. Le risque vaut alpha égale 0,05, donc la confiance vaut 1 moins alpha égale 0,84. Ici, sur le graphique, sur l'axe des abscisses, j'ai la variable u, qui est ici. Et sur l'axe des ordonnées, f de u, c'est la densité de cette variable aléatoire u, caractérisant la loi normale centrée réduite. L'aire sous la courbe vaut 1, et cette aire, je la sépare en deux aires. Une aire à gauche qui vaut 0,95, qui est la confiance, et une aire à droite qui vaut 0,05, qui est le risque. U théorique, c'est la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Elle se lit sur l'axe des abscisses, ici. Et on l'écrit comme U indice 1 moins alpha. 1 moins alpha, c'est l'aire à gauche, donc c'est 1 moins l'aire à droite. Donc U en indice 0,95. Donc avec la calculatrice, ce sera inv-norme 0,95. Donc inv-norme 0,95 que je vais mettre en mémoire dans U. 1,645. Seconde barre pour distribution. Inv-norme, c'est le 3. L'aire à gauche vaut 0,95. Et je fais coller. Et ça, je le mets en mémoire dans U. Voilà, 1,645. Donc, je l'écris ici, 1,645, la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Alors, pour calculer U observé, eh bien, ce sera la valeur ici que j'avais déjà calculée pour le test bilatéral. Donc, il n'y a pas besoin de le refaire, puisque ça avait été déjà fait. Là, si je remonte dans mes calculs, je vais retrouver ici la valeur V. M-Z divisé par S sur racine de N-1, qui est mis en mémoire dans V, que j'avais utilisé pour le test bilatéral. Je vais utiliser la même valeur pour le test unilatéral à droite. Pareil ici pour les TI. Si je remonte dans les calculs, je verrai que ici, j'avais la valeur de U observé pour le test bilatéral et qui est la même que pour le test unilatéral à droite. Donc, pas besoin de le refaire. Alors, par contre, pour la valeur P, ça va être différent. Là, sur le graphique, si je place la valeur U observée qui vaut 1,760, eh bien l'aire à droite de cette valeur U observée sous la courbe, ce sera la valeur P. Donc, pour calculer cette aire à droite, eh bien, je vais faire norme CD intégrée entre V et 100 pour plus l'infini. Donc, norme CD. Ah oui, là, il faut que je descende. Voilà, ici, norme CD. Et je vais intégrer depuis V jusque plus l'infini que je peux représenter par 100. Et ça va me donner la valeur P 0,039. Pareil ici. Je vais faire seconde var pour distribution, normal et frais pour la fonction de répartition de la loi normale. Je vais intégrer depuis V, qui est observé, jusque plus l'infini qui est 100. Et ici, j'ai la valeur P 0,039. Donc 0,039, c'est la valeur P que je peux écrire sur la figure. L'aire à droite de U observé au 0,039. Alors, pour retrouver ces valeurs U observées P avec la fonction de test de la calculatrice, alors pourquoi je ne l'ai pas fait avec le test unilatéral à gauche? Parce qu'avec la fonction test, il calcule toujours la variable dans le sens x bar moins mu0, et jamais dans l'autre sens. Il fait toujours ça. Donc, du coup, là, le x bar moins mu0, ça engendre un test unilatéral à droite. Donc, c'est pour ça que c'est dans le cadre du test unilatéral à droite que j'utilise la fonction test. Ça dépend des fois, ça dépend si x bar est plus grand ou plus petit que mu0. Là, comme x bar est plus grand que mu0, la fonction test, elle engendre forcément un test unilatéral à droite. Donc,
j'y vais. Hein, donc, ici, menu 2, F3 pour test, F1 pour Z, parce qu'on est avec la loi normale, F1 pour un échantillon, data, donc variable F2. Et là, l'hypothèse H1, c'est mu plus grand que mu0, donc F3 pour plus grand. Je rappelle que x bar est plus grand que mu0. X bar vaut 43,02 kg, il est plus grand que 42 kg. Donc, l'hypothèse H1, c'est mu plus grand que mu0. Mu0, on l'a mis en mémoire dans Z. Sigma, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population, on l'a mis en mémoire dans R. X bar, on l'a mis en mémoire dans M. N, on l'a mis en mémoire dans N. On a bien la valeur U observée et ici la valeur P 0,039. On va faire pareil avec la TI. Stat, on va dans test. Z test, pour Z pour la loi normale. 1. Alors, si on utilise les données, je me place sur données, je fais entrer pour valider mon choix. Je descends. Alors, mu0, c'est Z. Pour sigma, c'est R. Estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. Mes données sont dans liste 1. Les fréquences valent 1. Et ici, pour l'hypothèse H1, c'est mu plus grand que mu0. Donc, je me place sur le supérieur à mu0 avec la flèche de direction. Je tape Entrée pour valider mon choix et je descends. Calculer. Et ici, j'ai la valeur pour Z U observé. Et ici, j'ai la valeur P 0,039. Je peux refaire le procédé en utilisant stat. En fait, c'est mieux avec stat parce que c'est plus rapide. Donc là, avec stat, entrée pour valider. Et dès que je fais ça, vous voyez, il va entrer automatiquement les valeurs de sigma, x bar et n. Alors, peut-être pas sigma, il faudra voir. Mais là, bon, le mu0, c'est z. Et le sigma, alors lui, il faut peut-être le rentrer. En tout cas, c'est déjà la bonne valeur. Ouais. Et pour la statistique, x bar et n, ils sont déjà rentrés. Donc ici, l'hypothèse, c'est supérieur à mu0. Je me place donc dessus, je fais entrer pour valider ce choix. Je descends, calculer. Ici, z égale 1,766 U observé, P 0,039. Voilà, donc ici, avec la Casio, on a bien une valeur U observée, une valeur P qui sont celles qu'on avait trouvées précédemment par le calcul direct. 1,760 ici, et ici 0,039 ici. Pour là, je rappelle ici, si vous voulez avoir les touches sur lesquelles il faut appuyer pour remplir cette fenêtre, les réponses sont là. Vous pouvez à chaque fois faire des arrêts de la vidéo pour reprendre de manière plus lente certaines étapes. Ici, avec la TI, là, vous avez tout le procédé quand on tape sur les touches pour remplir la fenêtre du test, avec soit les données, soit les statistiques. Et voilà, parce que là, je vois que oui, pour sigma, il faut rentrer que c'est R. Ça, je crois que ça, il ne le calcule pas. Il faut rentrer la valeur. La statistique, il va juste calculer x bar et n. Mais le sigma, il faut bien le rentrer. Parce que les statistiques, où il n'a pas fait de valeur. Donc voilà, c'est important ici, la valeur sigma, de mettre R. Pour qu'il sache ce que vaut sigma. Donc, les valeurs obtenues,
Pour U observé, je mets dans Z 1. Alors, ça n'a rien à voir avec le Z mu 0 que moi j'ai mis dans Z. Donc là, le petit Z, 1, 760, c'est bien la valeur de U observé qui est ici. Et pour la valeur P, eh bien, c'est bien la valeur qu'on avait trouvée par le calcul direct. On poursuit. Les règles de décision. Alors, si U observé est dans la zone de confiance, c'est-à-dire inférieur à U théorique, eh bien, on accepte A0, ça correspond à P plus grand que alpha. Et si U observé est plus grand ou égal à U théorique, donc s'il est dans la zone de risque, qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0, on accepte H1. Ici, le U observé vaut 1, 760. Il est plus grand que le U théorique qui vaut 1, 645. U observé plus grand que U théorique. La valeur P, 0,039, est inférieure au risque alpha. Donc, on est bien dans la situation ici, la règle de décision, on est dans le deuxième cas. Donc, on va rejeter H0, on accepte H1. Donc, mu est plus grand que mu 0. Donc, on peut estimer que la masse moyenne d'un veau à la naissance engendrée par ultimatum au niveau de la population, qui est cette valeur mu, est plus grande que la valeur de référence 42 kg. C'est ce que j'ai écrit dans la conclusion. Au seuil de risque 0,05, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour paire sont significativement plus lourds que la moyenne. On le voit sur le graphique. Comme la valeur ici observée se retrouve dans la zone de risque, que P est donc du coup P qui est l'air à droite se retrouve plus petit que l'air à droite de U théorique qui est au 0,05. Du coup, on accepte H1. Et là encore, je répète que cela n'est pas contradictoire avec le test bilatéral pour lequel on a obtenu l'hypothèse H0. C'est simplement parce que le test bilatéral est plus exigeant pour la même valeur du risque alpha. Il est plus exigeant qu'un test unilatéral parce que la barre à franchir pour atteindre la zone de risque est plus élevée. On n'est plus là sur du 1,645, on est sur du 1,96. Lorsque ici, au lieu de alpha, on met alpha sur 2, parce qu'avec un test bilatéral, la zone de risque à droite, elle vaut alpha sur 2. Donc, la barre à franchir pour atteindre la zone de risque, c'est plus 1,645, c'est 1,960. Et donc, avec une barre à 1,96, eh bien, la valeur U observée se retrouve dans la zone de confiance pour le test bilatéral. Donc, c'est juste, il faut voir que le test bilatéral est plus exigeant. C'est plus difficile d'atteindre la zone de risque avec un test bilatéral parce que le risque est réparti de moitié à gauche et de moitié à droite. Donc, c'est plus difficile de l'atteindre. Parce que pour l'atteindre, c'est forcément soit par la gauche, soit par la droite. Donc, la barre à franchir, ce sera forcément 1,96 ou moins 1,96 pour les valeurs négatives. Donc, le test bilatéral est plus exigeant. Si on veut une équivalence en termes d'exigence entre un test bilatéral et un test unilatéral, eh bien, il faut prendre un test bilatéral avec un risque alpha sur 2, qui sera équivalent à un test bilatéral de risque alpha. Là, c'est parce qu'on a pris la même valeur alpha, donc c'est pour ça qu'on n'obtient pas forcément le même résultat. Et là, si dans ce test unilatéral, on avait pris alpha qui valait 0,025, et en fait, dès qu'on prend alpha qui est plus petit ou égal à 0,039, eh bien, on conclura H0. Dès que, si la barre est ici, alpha ici, et du coup, le observé se retrouve dans la zone de confiance. Donc, on accepte H0 dès que alpha est plus petit ou égal à 0,039. Donc, bien comprendre que la conclusion dépend toujours de la valeur qu'on s'est donnée pour alpha. Donc, ici, avec le alpha qui vaut 0,05, eh bien, on conclut que mu est plus grand que mu 0, donc les veaux mâles ayant ultimatum pour paire sont significativement plus lourds que la moyenne. Alors, on peut reformuler la règle de décision avec un intervalle de confiance. On accepte H0 si U observé est dans la zone de confiance, donc inférieur à U théorique. On remplace U observé par son expression, S bar moins mu 0 divisé par S sur racine de n moins 1, et on isole mu 0. Donc, d'abord, on multiplie par S divisé par racine de n moins 1, et ensuite, le
moins mu0, je le passe de l'autre côté, c'est le même plus mu0. Et du coup, ça veut dire que mu0 est plus grand que x bar moins us sur racine de moins 1. Donc, ça correspond à un intervalle ici, qui est l'intervalle de confiance de mu. C'est-à-dire qu'à 95% de chance, mu est dans cet intervalle qu'on peut calculer. La borne de gauche, c'est donc m moins us sur racine de moins 1. Menu 1, m moins us sur racine de n-1, 42,067. Seconde mode pour quitter, m moins us sur racine de n-1, 42,067. Donc, à 95% de chance, la masse moyenne d'un veau à la naissance engendrée par ultimatum au niveau de la population, cette valeur mu, à 95% de chance, est supérieure à 42,067 kg. Règle de décision, si mu0 est dans l'intervalle de confiance, on accepte H0. Si mu0 n'est pas dans l'intervalle de confiance, on rejette H0, on accepte H1. Ici, la valeur de conformité, 42 kg, n'est pas dans cet intervalle. Donc, on rejette H0 et on accepte H1. On ne peut pas considérer que mu est égal à 42 kg parce que 42 kg ne fait pas partie de l'intervalle des valeurs hautement probables pour mu. Mu a 95% de chance et strictement supérieur à 42,067 kg. Ce n'est qu'avec 5% de chance qu'il se retrouve inférieur ou égal à 42,067 kg. Cette valeur-là est très peu probable. Elle fait partie de l'intervalle des valeurs qui ne peuvent exister qu'avec 5% de chance. Donc, on va rejeter cette valeur. On ne va pas dire que c'est plausible, que cette valeur n'est pas plausible. On va considérer que cette valeur n'est pas plausible. Donc, on va conclure que mu est plus grand que cette valeur. Donc, au seuil de risque 0,05, on peut affirmer que les veaux mâles ayant ultimatum pour père sont plus lourds que la moyenne. Et tout ça, c'est vrai avec un risque de 0,05. Et je répète que si on avait pris un risque, pour toute valeur du risque qui aurait été donc supérieur ou égal à P, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0,039, non, pardon, pour toute valeur du risque inférieure à 0,039, on aurait obtenu l'hypothèse H0. En particulier, si on prend alpha qui vaut 0,025, par exemple, et bien on se serait retrouvé avec l'hypothèse H0 comme conclusion. Voilà. Donc, bien comprendre que la conclusion dépend toujours du choix qu'on s'est donné pour alpha. Alpha, c'est un réel qui est compris entre 0 exclu et 0,05. Voilà, donc là, j'ai terminé le test de conformité d'une moyenne dans le cas où la variance est inconnue et dans le cas où l'échantillon est de grande taille, c'est-à-dire supérieur ou égal à 30. Je rappelle que dans ce cas où l'échantillon est de grande taille, on n'est pas obligé de faire cette approximation que j'ai faite, où j'ai approché la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Donc, cet exercice, vous pouvez très bien le traiter par le test exact avec la loi de Student. Et donc, pour ça, eh bien, vous pouvez aller voir cette vidéo ici. Si je clique là-dessus, eh bien, vous allez vous retrouver sur ma vidéo qui est ici, où je traite le cas le test exact en utilisant la loi de Student. La loi de Student, on va le voir un petit peu après dans la vidéo. Enfin bon, je vous laisserai la regarder, cette vidéo. Voilà. Là, c'est la loi de Student et non plus la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc, j'ai terminé cette présentation des tests de conformité d'une moyenne. Je rappelle que j'avais fait 3 vidéos dessus.
La première, c'était lorsque la variance dans la population était connue. Et puis après, lorsque la variance est inconnue, eh bien, soit le test exact en utilisant la loi de Student qui est valable quelle que soit la taille de l'échantillon, et le test présenté là dans cette vidéo, qui est test approximatif, lorsque l'échantillon est de taille supérieure ou égale à 30, et où on approche la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ce sujet du test de conformité d'une moyenne, et donc les prochaines vidéos concerneront le test de comparaison de deux moyennes. Au revoir.